Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO inquiets du bon déroulement des élections dans certains pays de l'organisation. Réunis en session extraordinaire ce jour à Dakar, ils ont salué les efforts du président Ibrahim Boubacar Keïta pour la paix. Poste de contrôle de Niamana, sortie est de la capitale malienne, désormais point de désagrément et de danger. Depuis que la ville l'a rattrapé, les usagers appellent au secours. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu ce samedi à Dakar. Son ordre du jour portait sur la bonne tenue des élections dans certains pays membres de l'organisation. À l'ouverture du sommet, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été salué pour ses efforts en faveur de la paix dans notre pays. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Dakar, Mohamed Diarra, Abdussalam Bambara. À l'image de cette photo de famille, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO veulent parler d'une même et unique voix pour préserver les acquis obtenus pendant 40 ans, d'où l'urgence du sommet de Dakar. Il s'agit donc de faire le point des derniers développements de la situation politico-sécuritaire dans l'espace. Les élections présidentielles prévues le mois prochain en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Le président en exercice de la CEDEAO donne le ton. La bonne conduite des processus électoraux reste également un enjeu important pour la préservation de la paix et de la stabilité dans notre espace communautaire. Dans quelques semaines et plus tard en 2016, certains de nos pays feront face à des échéances électorales, comme d'autres en ont connu avec succès il y a quelques mois. Cette expérience électorale pluraliste témoigne de l'ancrage démocratique de notre sous-région. Elle nous rappelle en même temps la responsabilité individuelle et collective qui incombe à toutes les parties prenantes d'agir pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité, de manière à ce que nos pays poursuivre les tâches essentielles de développement économique et social. Par votre présence massive, vous confirmez encore une fois, s'il en était besoin, l'importance particulière que vous attachez tous ensemble à la paix dans notre région et la ferme volonté qui vous est commune de tout mettre en œuvre pour son maintien et sa consolidation. À mes yeux, ce ne serait alors que justice si au terme de vos travaux d'aujourd'hui, la Guinée-Bissau reprenait la voie que vous lui aviez ouverte avec le processus ayant conduit aux élections d'avril et de mai 2014, et si l'espoir d'élections transparentes, crédibles et aux résultats acceptés par tous se confirmait au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Au cours des travaux, on parlera aussi de la lutte contre la maladie à virus Ebola, l'immigration clandestine ou encore la lutte contre le terrorisme. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta a été salué pour ses efforts en faveur de la paix au Mali. Je réitère également notre ferme appui à notre frère Ibrahim Boubacar Keïta dans ses efforts inlassables de réconciliation nationale, dans le respect de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali. Nous formulons le vœu que les accords de paix d'Alger, qui sont à présent signés par tous les protagonistes, accélèrent le retour définitif de la paix au Mali. Le sommet de Dakar est donc décisif dans la vie de l'organisation sous-régionale. Il s'agit pour les chefs d'État et de gouvernement de faire de cet espace un modèle de démocratie et de bonne gouvernance. Conseil de cabinet hier à la primature avec le chef du gouvernement. Les ministres ont discuté du projet de loi finance au titre de l'exercice 2016 et justement sur le sujet, vous avez pu suivre hier dans notre édition le ministre de l'économie et des finances sur les aspects techniques. Et bien ce soir, nous vous proposons d'écouter le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, sur les aspects politiques du projet de loi de finances. Il est au micro de Kadidiatou Kouali. Le projet de budget
s'inspire des choix politiques. Le premier élément de référence pour le budget, c'est d'abord le projet de société du président de la République, dans lequel il a défini ses engagements pris devant le peuple malien. Ce projet de société a été décliné en ce qui concerne ce gouvernement en déclaration de politique générale du Premier ministre. Ça, c'est donc les deux documents de base de référence. Vous avez ensuite que notre gouvernement doit tenir compte de l'environnement national, l'environnement sous-régional. Nous appartenons à des communautés économiques, l'UEMOA et la CEDEAO, économiques et politiques, et à l'environnement international et des différents engagements internationaux pris auprès des partenaires au développement. Voilà les bases à partir desquelles le budget a été construit de façon stratégique. Maintenant, les préoccupations de chaque ministère ont été examinées au niveau technique, au niveau des concertations techniciens, des concertations entre les ministres et le ministre de l'économie et des finances. Et aujourd'hui, je crois que c'est le fruit de ces concertations qui est présenté au conseil de cabinet à l'effet de pouvoir avoir un document à présenter en conseil des ministres. Les priorités, naturellement, restent toujours celles que le président de la République a toujours énoncées. Vous avez aujourd'hui la défense nationale qui est la priorité des priorités. Vous avez ensuite l'éducation nationale et vous avez le développement rural. C'est les trois secteurs prioritaires. Et je crois que les différents ministres ont fait preuve et de compréhension et de solidarité avec ces choix du chef de l'État et du Premier ministre. Pour le reste, c'est un projet, j'allais dire un avant-projet qui va être soumis en Conseil des ministres. Une fois que le Conseil des ministres l'aura examiné, les chiffres définitifs pourront être éventuellement annoncés avant d'être soumis à l'Assemblée nationale. Le profil du citoyen, un concours de débat public entre jeunes universitaires du Mali, initié par l'ONG Agir et l'Association pour la conscience citoyenne créée il y a quelques années, change de nom. L'émission s'appelle désormais Profil du citoyen panafricain. Il est ainsi ouvert aux autres pays de l'UEMOA et la première édition a déjà opposé le Mali au Sénégal. C'était en présence de plusieurs personnalités. Salma Tadao. La première édition de Profil du citoyen panafricain met en compétition le Mali et le Sénégal, deux pays frères qui partagent la même culture, la même devise. Deux pays qui partageaient le même nom, la Fédération du Mali. Ce n'est donc pas une surprise si le thème de cette édition est la Fédération du Mali aurait-elle été profitable aux deux pays? Ce concours de débat est une initiative de l'ONG Agir avec à sa tête la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, marraine de l'édition, et l'ACC, Association pour la conscience citoyenne. Je suis sûr que, mis à part nos pères et mères qui nous ont fait l'honneur d'être à nos côtés ce matin, peu d'entre nous savent en quoi a consisté la Fédération sénégalo-malienne. Je souhaite en ces lieux rendre un hommage solennel à deux grands hommes de l'histoire contemporaine africaine, qui sont Feu son Excellence Léopold Sédar Senghor et Feu son Excellence Modibo Keïta. Un tandem qui déjà avait compris que dans un monde en perpétuel changement, on était plus fort à deux et plus que seul. L'ONG Agir espère que cet exercice, dénommé Trophée des premières dames de l'UEMOA, contribuera à promouvoir l'excellence dans nos universités et à encourager l'échange interuniversitaire dans la zone UEMOA, tout en inspirant les jeunes Africains à la recherche de plus d'excellence dans toutes leurs actions. L'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM, est partenaire de cette émission qui donne la chance aux jeunes générations d'émettre leur point de vue sur des sujets tels que le développement et l'émergence de l'Afrique. Un rêve Profil citoyen devient aujourd'hui une réalité, une initiative d'éducation civique, une action citoyenne qui cadre parfaitement avec les objectifs que les plus hautes autorités ont assignés à l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Il s'agit entre autres d'ouvrir des plages de débat
démocratique permettant au plus grand nombre de s'exprimer, de critiquer et proposer des alternatives pour un Mali émergent dont nous rêvons tous. En décembre 1958, le Sénégal, le Soudan français, le Mali actuel, la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso et le Dahomey, qui n'est autre que le Bénin, écrivent l'acte de naissance de la Fédération du Mali. En janvier 1959, le Bénin et le Burkina se retirent et le 20 août 1960, le Sénégal quitte à son tour la Fédération du Mali. Le Mali ayant été le seul à s'accrocher à cette idée de fédéralisme, ses fils ont dû défendre le oui à la Fédération du Mali lors de cette compétition. Le oui au fédéralisme parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme un continent meurtri. Le fédéralisme n'est pas un mal. Oui au fédéralisme parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a intérêt à aller vers ce que d'autres ont appelé auparavant une utopie. Le fédéralisme aujourd'hui est une nécessité pour tous les pays de l'Afrique. La Fédération du Mali l'a montré à travers Feu Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, c'est à nos différents 54 États de s'unir, puisque seule l'union fait la force. Les défenseurs du non à la Fédération du Mali donnent leurs arguments, même s'ils pensent que l'union fera la force de l'Afrique. On est sûr que beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Et on s'est basé sur une documentation scientifique qui relate les faits qui se sont déroulés. En tout cas, des faits qui ne présageaient pas de cette profitabilité que nos camarades ont bien voulu nous faire comprendre. Même si eux aussi, leur position est assez légitime et donnée quand même quelque part de certains arguments qui tiennent. Le fait révélateur en Afrique qui concerne les regroupements régionaux ou sous-régionaux, c'est que les regroupements à caractère économique ont plus réussi là où les regroupements politiques à caractère fédéral ont échoué. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette fédération du Mali avait une prétention bel et bien politique et sous ce rapport, ça a toujours été torpillé en Afrique. Le professeur Djinkouda Traoré, ancien président du Mali et parrain de l'événement, se dit très satisfait du niveau du débat. J'ai compris beaucoup de choses, oui, mais surtout j'ai été conforté dans beaucoup de convictions. Vous savez, quand nos pays ont accédé à l'indépendance, l'idée force qui sous-tendait tout ça, c'était que si vous voulez, après l'indépendance politique, aller vers l'indépendance économique, c'était de se mettre ensemble, d'aller vers l'intégration et l'unité africaine. Et c'est dans ce cadre-là que, effectivement, le Sénégal et le Soudan, malgré toutes les conditions défavorables qu'il y avait, la France qui était contre, d'autres États qui ont fini par former le Conseil de l'Entente, ils ont fini par torpiller la fédération. Mais l'idée est restée et elle continue à faire son chemin. Et tous les jours, ce que nous vivons nous prouve que ceux qui avaient pensé à ça, ils avaient raison. Et que nous devons reprendre le flambeau et aller dans la même direction. Ça, les jeunes l'ont exprimé de façon magistrale. Je dois avouer que j'ai rarement assisté à un débat aussi bien mené, aussi profond que celui auquel je viens d'assister ce matin. Ce débat est un concours à deux manches. La première est remportée par le Mali, 165,40 points contre 152,96 pour le Sénégal. Le meilleur orateur est sénégalais, Serigne Oumar Sarr. La phase retour se jouera dans un mois au Sénégal et le vainqueur de la compétition recevra le trophée des premières dames de la zone UEMOA. Communiqué de l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite, la campagne de pèlerinage 2015 a été endeuillée hier après-midi suite à l'effondrement d'une grue à l'intérieur de la mosquée de la Mecque. C'était quelques instants après la prière de l'Asr. Le bilan provisoire qui n'a cessé d'évoluer serait de 80 morts et plus de 150 blessés admis dans les différents hôpitaux de la capitale sainte. Aussitôt l'accident survenu, les autorités maliennes dans leur ensemble se sont mobilisés pour s'assurer de la situation de nos compatriotes pèlerins. L'ambassadeur, le consul général, le superviseur général et l'ensemble de leurs collaborateurs se sont reliés tant sur les sites que dans les hôpitaux et les morgues pour procéder aux vérifications nécessaires. Parallèlement à cela et sur instruction de l'ambassadeur, le consul général est resté en contact étroit avec les agences de voyage pour faire le constat de la présence effective de nos compatriotes de retour de la mosquée sainte.
De tout cela, nous sommes en mesure de confirmer que jusqu'à la minute, il n'a été constaté ou enregistré aucune victime parmi les pèlerins maliens. Nous avons grand espoir que ces constats seront confirmés dans les heures à venir. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles du disparu et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Donc, juste après cet incident, la filière gouvernementale, en collaboration avec les représentants des agences privées sur place, a organisé une rencontre dont nous parle ici notre envoyé spécial Mohamed Doumbia. Après l'incident malheureux du vendredi 11 septembre 2015 intervenu à la Mecque, suite à de vents violents qui ont fait plus d'une centaine de morts et de blessés, on ne déplore aucune victime ni de blessés parmi les pèlerins maliens. Une rencontre spéciale organisée pour la circonstance a permis de faire le bilan avec les agences privées et la filière gouvernementale. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, au nom du Premier ministre Modibo Keïta, au nom des membres du gouvernement, au nom du peuple malien tout entier, présenter mes condoléances les plus attristées à l'endroit des familles éplorées. Souhaiter ensuite un prompt rétablissement à l'endroit des blessés. Au jour d'aujourd'hui, sous le contrôle du vice-consul qui s'est impliqué depuis les premières heures de ce train jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il n'y a ni blessés ni victimes au niveau du bureau malien organisateur du pèlerinage. Les représentants des agences de voyage ont bien apprécié cette approche qui dénote une fois de plus la cohésion entre filières gouvernementales et privées. Les agences privées et filières gouvernementales, c'est au Mali, mais une fois sur le sol saint de l'Arabie Saoudite, il n'y a que le pèlerin malien. Et eux-mêmes, ils viennent de le souligner. Donc, en réalité, c'est une main fraternelle qui a été tendue à toutes les autres agences. Et puis voilà, ensemble, nous sommes en train de voir ce qui est possible de faire. À l'unanimité, il a été retenu de redoubler de vigilance à tous les niveaux pour suivre de très près tous les pèlerins jusqu'à la fin du Hajj. Fin ici à Bamako de la conférence sur la libre circulation des personnes et des biens et l'harmonisation des frais d'inscription dans les universités publiques dans l'espace UEMOA. À l'issue des 3 jours de travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Le reportage de Mohamed Ould Mamouni. Une batterie de recommandations au terme de ce rendez-vous de Bamako sur la libre circulation des personnes et des biens et l'harmonisation des frais d'inscription dans les universités publiques de l'espace UEMOA. Parmi ces recommandations, l'amélioration des procédures douanières et celle de la stratégie de communication au sein de l'Union, la sensibilisation sur la réforme du système LMD, licence, master, doctorat, entre autres. Concernant les procédures douanières, donc une recommandation spécifique a été faite pour faciliter le transit dans l'Union tout en sécurisant les recettes douanières. Donc, il a été recommandé que la Commission soutienne et étende le projet d'interconnexion du système informatique. La mise en place effective de sanctions disciplinaires pour dissuader les agents auteurs de pratiques anormales sur les routes et sur les corridors de l'Union. D'améliorer la stratégie de communication de l'UEMOA, notamment diffuser et intensifier la communication autour des textes communautaires, poursuivre la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes à l'application correcte de la réforme LMD et à l'harmonisation. La conférence de Bamako a donc permis d'examiner les 2 directives de l'UEMOA. Le président de l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA met l'accent sur la mise en œuvre des recommandations. La libre circulation des personnes, des biens et services, qui apparaît comme étant le cœur du processus d'intégration communautaire, suppose une meilleure organisation des opérateurs économiques des différents pays et la prise de conscience de tous sur leurs responsabilités personnelles dans la mise en œuvre des directives de l'UEMOA. Les directives sont claires, la préoccupation majeure reste maintenant leur application partout dans l'espace UEMOA. Célébration aujourd'hui du 30e anniversaire du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, une occasion de débattre des enjeux climatiques et de la sécurité alimentaire dans la zone. C'était au cours d'une conférence pour informer également sur les dangers du changement du climat et susciter du coup des comportements adéquats pour y faire face. Modibo Mariko.
une conférence pour célébrer un anniversaire, mais pas seulement. Nous voulons atteindre en tout cas le grand public, faire comprendre aux gens que nous avons des enjeux. Et c'est face à ces enjeux, nous devrons élaborer des éléments de politique et mettre ces éléments de politique en œuvre à grande échelle qui vont nous permettre vraiment de lutter de façon efficace et efficiente contre les effets néfastes des changements climatiques. Pour ainsi mieux amener une prise de conscience face aux enjeux du dérèglement du climat, il n'y avait pas mis pour les organisateurs que les thèmes s'ils face aux enjeux du changement climatique et de la sécurité alimentaire. Un thème qui vient à son heure et pour cause. Le changement climatique se sent beaucoup sur notre agriculture parce que cette année, par exemple, nous avons connu une installation tardive des pluies, jusqu'à créer une certaine inquiétude au niveau de la population. Par exemple, l'année dernière, nous avons reçu des pluies plus ou moins de façon précoce et avec une longue période de sécheresse après une interruption. Et tout ça, ça impacte négativement sur l'évolution normale des cultures. Dérèglement donc du calendrier agricole avec les risques de baisse de production. Comme solution demandée au cours des débats, l'adoption des techniques d'agriculture dites intelligentes avec comme finalité mieux résister à la sécheresse, atténuer en associant l'arbre à la culture et améliorer en contribuant à mieux nourrir les populations en très forte croissance. Un film projeté dans ce sens a pu édifier l'assistance du jour sur le comportement désormais à tenir. Et pour plus de formation sur les stratégies de lutte contre la sécheresse au Sahel du SILS, rendez-vous demain dans Actu Hebdo avec Ibrahima Djombele qui reçoit Seydou Diakité, il est le secrétaire permanent du comité national du SILS au Mali, et Amadou Sissé, le directeur général de l'APEJ. Actu Hebdo, c'est demain à partir de 12h. Coopération agricole Mali-Maroc, une délégation d'experts marocains en fin de mission au Mali était cet après-midi au département du développement rural. C'était pour faire la restitution des échanges qu'ils ont eus avec leurs homologues maliens dans le cadre d'une mission de formulation du programme de coopération et de renforcement des capacités Mali-FAO-Maroc. Batraoré. L'accord de coopération tripartite signé le 14 décembre 2014 entre le Mali, le Maroc et la FAO priorise la nouvelle vision de développement agricole fondée sur les acropoles de développement rural, urbain et périurbain. La délégation d'experts marocains en mission au Mali depuis une semaine est au département du développement rural pour la restitution de ces travaux de terrain. C'est une mission qui a pour objectif de formuler un programme de coopération en matière de transfert de technologie et de formation des compétences du ministère de l'Agriculture et professionnels du secteur agricole. Et donc, son grand avantage, c'est de permettre à ces cadres, à ces professionnels d'améliorer leurs compétences, de s'enquérir de nouvelles technologies. Cette mission de formulation du programme de coopération et de renforcement des capacités Mali-FAO-Maroc, à en croire le ministre Boukari Trita, est fidèle à la vision des autorités maliennes et marocaines quant au développement du secteur agricole. Nous, notre secteur, nous avons nourri l'ambition de développer une coopération technique agricole à hauteur de l'amitié et de l'estime entre nos deux chefs. Nous avons défini un certain nombre d'axes de coopération et nous avons convenu d'élaborer un programme de mise en œuvre de l'accord tripartite. Le Mali, selon les experts, est l'un des premiers pays africains à bénéficier de ce programme ambitieux qui s'articule autour des axes comme la production végétale, l'amélioration génétique et l'aquaculture. En quatrième région, la campagne agricole 2015-2016 se déroule dans de bonnes conditions. C'est le constat fait par une mission nationale de supervision qui a sillonné les différentes zones de culture de la région de Ségou. Fousseini Samake. De la zone de culture de céréales sèches à la zone de culture irriguée, en passant par les parcelles d'expérimentation, les champs de semences WAP et le système de riziculture intensive SRI, la mission de supervision nationale voulait constater de visu l'état des cultures et échanger avec les producteurs et techniciens sur les contraintes à lever pour la réussite de la campagne agricole 2015-2016. Les visiteurs se disent satisfaits de la conduite du plan de campagne dans la quatrième région. Nous avons quand même été rassurés de l'arrivée de la campagne et cela est davantage réconforté par le fait que le département a mis à la disposition des producteurs un certain nombre de conditions qui aujourd'hui peuvent nous permettre d'espérer sur une meilleure production, notamment la subvention des intrants, le programme WAP
qui a eu à donner aux producteurs beaucoup de semences. Malgré une installation déséquilibrée de l'hivernage dans la région, les acteurs s'attendent à une campagne prometteuse. L'état des cultures, c'est très satisfaisant aujourd'hui. Et je peux dire que à partir de cette date, si les pluies continuent, on peut dire que la campagne 2015-2016 sera l'une des plus meilleures campagnes, en tout cas de la décennie passée. La visite a pris fin par une rencontre entre les superviseurs et les techniciens et producteurs agricoles de la région de Ségou sur la vision de la Direction nationale de l'agriculture pour l'accroissement de la productivité agricole au Mali. Et en deuxième région, on a lancé les activités du projet de renforcement de l'agriculture irriguée. IPRO Réagir, sa mise en œuvre permettra d'assurer une gestion autonome et durable des ouvrages qui seront réalisés. Le coût du projet se lève à 40 milliards de francs CFA. Brahima Kone. Réunion de démarrage des activités du projet IPRO Réagir. Cela s'appelle partage d'informations pour permettre l'appropriation de tout le processus de mise en œuvre du projet. IPRO Réagir devra présenter des résultats physiques conséquents conformément à son élaboration. En termes de résultats physiques, effectivement, tout ceci contribue à l'aménagement de 19 000 hectares. Alors donc ces 19 000 hectares permettront à 233 500 producteurs et productrices, on n'exclut pas les productrices, elles sont prioritaires d'ailleurs dans le cadre de cette approche, permettront d'augmenter leurs revenus et d'assurer leur sécurité alimentaire. Réagir vise à accroître la sécurité alimentaire par l'accroissement et la diversification de la production agricole et l'amélioration de l'accessibilité aux produits issus de l'irrigation de proximité. Le projet IPRO Réagir est un investissement de 40 milliards de francs CFA du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada. Sa mise en œuvre s'effectue sous forme de coopération déléguée avec la coopération allemande. Le projet IPRO Réagir en deuxième région se veut un outil de relance économique et de création d'emplois dans les cercles de Koulikoro et Banamba. Une orientation qui a tout son sens. Il se trouve que la région de Koulikoro était parmi une des régions qui était en retard par rapport aux autres régions en matière d'aménagement. Donc le comité national d'orientation et de suivi qui est présidé par monsieur le ministre du développement rural et donc a comme mandat aussi d'orienter les activités prévues dans le cadre du programme national d'irrigation de proximité. C'est pourquoi la région de Koulikoro était parmi une des régions prioritaires. Et aussi la région de Mopti s'ajoute à Koulikoro. Pour mémoire, le ministre du Développement rural a procédé en juin dernier à Dogoni, dans la commune rurale de Sirakurola, au lancement du projet IPRO Réagir. La centrale thermique de Balengue, les stations compactes de la Somagep, la Sonatam et Bramali ont reçu la visite des membres de la commission eau, énergie et industrie de l'Assemblée nationale. Ces unités industrielles sont confrontées à la contrebande qui occupe une part non négligeable du marché, nous dit Nounou Sissoko. En 2014, la Sonatam SA a apporté 29 milliards de francs CFA de recettes au budget de l'État et la Bramali y contribue à hauteur de 20 milliards de francs CFA par an. Les deux sociétés emploient des centaines de travailleurs permanents et génèrent des milliers d'emplois indirects. Cependant, des problèmes entravent leur plein épanouissement. Beaucoup de produits inondent le marché et nous avons engagé des actions avec l'État l'année dernière pour essayer quand même de combattre ce phénomène. Le facteur éternel de l'électricité, du coût de l'électricité et de son accès, aujourd'hui qui pose un problème à ces unités industrielles. À la centrale de Balengue et dans les stations compactes, les élus ont pris toute la mesure de l'enjeu de l'approvisionnement des populations en eau potable et en électricité. La centrale de Balengue, qui est aujourd'hui en conversion vers le fioul, sur les 4 moteurs où 2 déjà sont déjà convertis en fioul, mais le problème qui reste entier, c'est que c'est la ligne Bamako-Koulikoro qui reste une ligne très vétuste et qui mérite d'être totalement renouvelée. La Somagep et la Somapep ont
fait de très gros efforts pour pouvoir aujourd'hui permettre l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bamako. Certes, le besoin reste entier, mais il faut reconnaître aujourd'hui avec les stations compactes de Manyamougou, de Missabougou et même de Kalabankoro, qui sont aujourd'hui des mesures d'urgence avant l'arrivée donc du projet, des grands projets structurants de Kabbalah. À en croire les responsables de la centrale de Balengue, la proximité de certaines industries affecte les installations en cuivre. Ce métal étant une matière essentielle dans la fourniture d'électricité. Lancement à Gao du projet amélioration du système d'approvisionnement en eau potable dans les régions affectées par la crise politique et sécuritaire pour un coût global de plus de 450 millions de francs CFA. Le projet couvrira les cercles de Gao et Bourem dans les communes rurales d'Anchawadj, Bourem, Ntilit, Temera et Tilemsi. Boubacar Babli Touré pour plus de détails. L'accès à l'eau potable a été toujours un véritable casse-tête dans les régions du nord du Mali. Cela à cause des conditions climatologiques et hydrogéologiques très défavorables. C'est pour faciliter l'accès à cette denrée précieuse que les ONG Elvia et Tassag ont lancé ce projet en faveur de l'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable dans les zones affectées par la crise politico-sécuritaire dans la région de Gao. Le but est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité liées aux maladies hydriques dans les zones ciblées par ce programme. Il s'agit là des cercles de Gao et Bourem, précisément dans les communes rurales d'Anchawadj, Bourem, Intilit, Temera et Tilemsi. Le besoin en eau potable dans la région, et notamment dans la commune de Gao, c'est criard, et aussi à Bourem aussi. La raison pour laquelle on a eu l'accompagnement et la confiance de l'ECO pour financer cette deuxième phase. Il y aura multiples activités qui seront réalisées. Il y aura 100 villages vont bénéficier d'un dispositif multifacteur qui garantiront maintenant d'une gestion appropriée de leur point d'eau. Le consortium Elvia Tassag entend de réaliser 25 points d'eau et réhabiliter 20 autres dans les communes citées. Il est prévu également la formation de 100 comités de gestion villageois, entre autres, ce qui permettra la fourniture en eau potable à 40 000 personnes selon les prévisions du projet. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail en première phase et on leur souhaite réellement un bon chemin pendant la deuxième phase. Et on suivra. Qu'avant la crise de 2012-2013, le taux d'accès à l'eau potable dans notre région était de 45%. Et le taux de non-fonctionnalité des sources d'eau était de 38%, imputable aux ouvrages hydrauliques selon la base Sigma. Ce projet, qui est à sa deuxième phase, a reçu l'appui financier de l'Union européenne à hauteur de plus de 459 millions de francs CFA. Le ministre du Commerce et de l'Industrie convie en session extraordinaire élective les membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, issus des élections du 26 juillet 2015, le lundi 14 septembre à partir de 9h au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Ordre du jour, élection du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, élection des membres du bureau et installation solennelle de l'Assemblée consulaire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers l'ambassade de l'Allemagne, vient de doter les centres sanitaires des aires de santé qui font frontière avec la République de Guinée-Conakry de motos tout-terrain pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Ces centres vont donc se partager 20 engins à 2 roues qui viennent d'être réceptionnés par le ministère de tutelle. Adama Koulibaly. La République fédérale d'Allemagne a toujours été sur la liste des pays prêts à appuyer notre pays. Ce pays, à travers son ambassade, vient d'apporter son aide au département de la santé et de l'hygiène publique avec des motos. 20 motos avec autant de casques qui seront répartis entre les centres de santé des aires sanitaires qui font frontière avec la République de Guinée. Les frontières sont là seulement pour garder la souveraineté des États, pour garder les démocraties dans les États modernes et dans les États de droit. Ils ne sont pas là pour empêcher la libre circulation des gens.
nous aiderons avec des frontières qui sont bien limitées, on ouvre aussi pour toutes les communications entre les peuples. La cérémonie de remise de ces motos a été un cadre bien approprié pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de rappeler les bonnes relations qui existent entre la République fédérale d'Allemagne et notre pays. Il s'agit pour moi d'exprimer toute la gratitude du peuple malien et de son gouvernement, au peuple allemand et à son gouvernement, pour tous les efforts qu'il essaie de déployer pour accompagner notre pays dans sa quête du bien-être de ses populations. Les aires sanitaires de Kangaba, Yamfoulila, Kenyeba et Kita seront les bénéficiaires de ces motos. Le passage du poste de contrôle de Niamana devient calvaire pour les usagers. C'est un poste de contrôle désormais en plein Bamako, vous le savez, et la circulation devient impossible à cause des longues files de camions et aussi les vendeurs de tout genre qui envahissent la voie. Une de nos équipes de reportage conduite par Moussa Fane est allée voir. Compte rendu. Le poste de contrôle de Niamana, situé sur la route Bamako-Ségou, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Bamako, est devenu un calvaire pour les usagers. Pour se rendre sur leur lieu de travail, les usagers peuvent faire plus de 30 minutes au niveau du poste, soit une distance de moins d'1 kilomètre. Certains usagers de la voie estiment que le poste doit être déplacé pour permettre une meilleure fluidité. Nous voudrons que personne ne boit à Irélé. Nous avons embouteillage à Dona de Goukono. Nous sommes la forêt qui fait casser la ronde. Je trouve que c'est mieux. Sinon, ici, là, il y a trop d'embouteillages. Il y a beaucoup de les vendeuses là aussi, ils emmerdent les gens. Nous, les conducteurs, nous sommes très fatigués par le vendeur. À mon avis, il faut faire déplacer le poste de Niamana sur un autre lieu. Selon le constat, le poste doit être déplacé. On doit déplacer le poste. Franchement, trop d'embouteillages et puis ça a été englouti par la ville. Les habitants sont à la proximité, donc il faut déplacer le poste. Les voitures, soutraments et autres objets motorisés défilent sans discontinu. Cela peut être d'ailleurs la cause de certains accidents. La voie est occupée par les vendeurs. On n'arrive même pas à circuler. Ici, on assiste chaque année au moins à un accident mortel. Je voudrais que les autorités songent à déplacer le poste de contrôle. Concernant le cas de Niamana, en tout cas, tout poste de contrôle, l'implantation s'est faite de manière collégiale. Les services, la Direction nationale de transport assure la coordination technique de ce poste de contrôle. Donc il y a la Direction nationale des transports, la Direction générale de la gendarmerie nationale, la Direction générale de la police, la Direction générale des douanes, à ce qui concerne Bamako, la direction de contrôle de la circulation, la DRCCTI. Ensuite, les syndicats concernés, tous participent au choix de l'implantation du poste de contrôle. Donc, tous ces postes de contrôle-là sont faits de manière collégiale. Donc, Niamana a été choisi au départ, c'était à Yirmado, en centre-ville presque. Ensuite, vu l'évolution du trafic et puis l'urbanisation de la ville, les postes sont de plus en plus excentrés. En principe, c'est en dehors de la ville. Selon le directeur régional des transports terrestres et fluviaux du district de Bamako, les dispositions sont prises pour déplacer les postes entre Kassela et Zantigla. Aujourd'hui, il y a une évidence qui est là. Tous les usagers sont fatigués par l'embouteillage, la condition qui est créée, et surtout les travailleurs qui sont vers les logements sociaux qui ont été construits. Le site est vers Kassela. Nous pensons que dans 20 ans, le développement ne sera pas aussi très proche de ce poste-là. Donc nous avons, les études ont été faites et une équipe technique est allée. Il s'agit maintenant de procéder aux aménagements qu'il faut. On va demander aux uns aux autres d'être un peu patients parce que le nerf de tout ça, c'est l'argent. Hein. Voilà. Il faut trouver les fonds nécessaires pour faire ces implantations, pour construire le poste, pour assurer la sécurité des stationnements. Pour venir au centre-ville, la majorité des habitants de Irimadio et environ passent par le 3e pont. La voie qui mène de ces ponts à la zone industrielle connaît également le même sort aux aires de pointe où l'embouteillage augmente de jour au jour. Et si rien n'est fait dans 2 ans, la circulation sur cette voie sera très difficile pour qui connaît le nombre de logements sociaux qui devront sortir de terre.
L'ONG Samaritan Pierce a tenu sa rencontre du comité de direction à Koutiala, dans la région de Sikasso. Des délégués venus de toutes les régions du Mali et du siège aux États-Unis se sont réunis pour élaborer un plan d'activité. Et à partir de cette rencontre, l'opération Enfants de Noël 2015 a été lancée. Le reportage de Seydou Diamoutene avec la voix de Alpha Mega. La rencontre annuelle de l'opération Enfants Noël permet aux organisateurs de faire la revue et la lecture des textes de leur structure. Il s'agit aussi pour eux d'établir un plan d'action. Plan qui va toucher un plus grand nombre d'enfants démunis au Mali. Nous sommes là pour la cause des enfants, pour l'éducation des enfants, le bien-être des enfants et puis la protection des enfants surtout. Les accompagner pour que dans le futur, ils puissent être des bons responsables dignes de ce pays. Les délégués sont venus de l'Afrique centrale, occidentale et des États-Unis d'Amérique. Ils avaient une mission, celle de donner aux enfants la joie de vivre en les offrant des cadeaux et du coup enseigner la parole biblique à travers le pays. C'est un projet que nous voulons démontrer l'amour de Dieu aux enfants ici au Mali. C'est un projet pour toucher tous les enfants, n'importe qui, n'importe quelle religion, dénomination. L'opération Noël, c'est une opération charitable parce qu'elle permet à des enfants d'autres pays d'aider les enfants du Mali à pouvoir rester à l'école, en leur donnant des fournitures scolaires et d'autres jouets. L'ONG est aujourd'hui présente dans toutes les régions du Mali et aide les enfants démunis à bénéficier de certains privilèges des enfants américains pendant les fêtes. Aujourd'hui, plusieurs écoles privées et publiques ont reçu la visite des membres de l'opération Enfants Noël. MP22 a animé ce matin une conférence de presse dans les locaux de la radio Keira. À cette conférence, on notait la présence des différents responsables du mouvement. Le secrétaire à la communication, Mohamed Tabouré du MP22, a évoqué la situation politico-sécuritaire de notre pays. Il a également parlé de la situation des anciens responsables de l'ex-CNRDRE. En 5e région, conférence régionale du parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, à l'ordre du jour, la mise en place de la coordination régionale des sections du parti et la cérémonie a mobilisé les délégués des 8 cercles de la région. Le compte rendu de Jules Sambou Sissoko. Les assises de la conférence régionale du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, ont essentiellement porté sur la mise en place de la coordination régionale des sections du Parti du dromadaire blanc. Elle est composée des secrétaires généraux des 8 sections de cercle. Oumar Guindo de Mopti est le secrétaire général, poste tournant tous les 6 mois au sein de la coordination régionale. Je demande l'effort de tout le monde de venir s'associer, à s'unir à nous pour qu'on puisse bâtir notre pays et surtout la région de Mopti. Si tout le monde ait la confiance et la dignité basée sur notre devise qui est Dambé Dana Ladria, Inch'Allah, le Mali ira en avant. L'émergence des Mali prospères dans le patriotisme et le civisme est l'ultime objectif de PRVM Fasoko. Le parti se porte très bien. Vous avez la preuve. On vient de terminer la mise en place de la grande section de Mopti. Après celle de Bamako qui a été mise en place, et il y a 2 semaines celle de Kaï. Nous allons continuer l'implantation du parti Inch'Allah. Le message que je voulais lancer est très clair. Qu'ils fassent comme Kaï, qui a déjà un député. Nous allons partir juste au régional et au communal qui donnent les meilleurs d'eux-mêmes pour qu'ils aient des représentants dignes et valables dans notre devise qui est le Dambé, Danaya, Ladria. Les rangs de PRVM Fasoko enregistrent en optime de nouveaux adhérents venus de 3 partis politiques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, le programme de Actu Hebdo reçoit Seydou Diakité, secrétaire permanent du Comité national du CILS au Mali, et Amadou Sissé, directeur général de la pêche. Actu Hebdo, c'est à partir de 12h et c'est une animation de Ibrahima Djombélé. Juste après Ibrahima Djombélé, vous retrouverez à 13h Amadou Sankaré, la première édition de la journée. Je serai là, si tout va bien, à 20h. Très bonne nuit à tous.